tout l'échiquier politique, des véganes aux viandards, des masculinistes aux féministes, des pro-climat aux technosolutionnistes, on les a tous rencontrés en France aujourd'hui. On les connaît tous. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Super content de t'avoir, c'est plutôt une chance pour nous. Ça fait plaisir de te voir aussi, Vincent. Est-ce que tu peux nous dire, déjà un peu te présenter et puis nous dire comment tu en es arrivé là? Moi, je m'appelle Valorant, j'ai monté un média qui s'appelle Le Crayon, qui est en fait aujourd'hui une forme de bébé groupe média, parce qu'on a aussi deux agences. Une qui s'appelle Le Surligneur de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs. Une qui s'appelle Le Pinceau, qui est une agence d'influence, de création de contenu et d'intelligence économique pour les entreprises. Et du coup, tu t'es réveillé un matin, boum, c'était sur le cabis. Non, pas du tout. Non, moi j'avais entrepris, et on en reviendra peut-être un peu après, mais j'avais entrepris dans deux, trois industries. Et en fait, c'était souvent des boîtes de cash, donc où tu rends service à des clients et tu es bien payé pour le faire. Et je suis arrivé à un stade où en fait, je voyais pas le bout de ce que je faisais, à part contenter mes clients. Et donc, à un moment un peu crise de sens, crise existentielle, genre sincère. Et pas forcément de qu'est-ce que moi je peux apporter au monde, plutôt de qu'est-ce qui moi me fait me sentir bien le matin. Et en fait, c'est à ce moment-là que nous on a lancé Le Crayon avec du coup Sixine, ma sœur, et Antonin et Jules, deux potes. Ok, et le mec saillant qu'on connaît qui est incisif sur tous les sujets, il l'a toujours été ou Un peu, j'ai été très provoque, j'ai été très grande gueule depuis que je suis tout petit, depuis que je suis déjà au collège et tout. Ça m'est déjà arrivé de mener des révoltes un peu dans la classe face à des profs quand il y avait des interros surprises ou des comportements que je trouvais pas bons. Et ça m'a valu une petite réputation de syndicaliste quand j'étais au collège. Et voilà, c'est une réputation qui m'a jamais vraiment quitté, parce qu'encore aujourd'hui, je fais le syndicaliste moins pour la réforme des retraites ou autre, mais plus pour les entrepreneurs et ceux qui font du business, tu vois. tout à l'heure, tu me disais aussi que ce côté entrepreneurial, il est arrivé à cette période-là. Tu t'occupais d'une énorme structure de vente de coques de téléphone. Non, c'était plutôt, on va dire, la découverte par tâtonnement en fait, du business. En fait, j'avais 13-14 ans et il se trouve que en fait, il y avait un magasin de coques de téléphone près de chez moi. J'ai réussi à en vendre une plus chère que le magasin de coques à un de mes amis parce qu'il en avait besoin d'une. J'ai rapidement fait le calcul de comment j'avais gagné et de la difficulté que ça avait été. Donc j'ai commencé à le mettre en vente sur des sites de Boncoin, eBay, ce genre de trucs. Puis j'ai vu que ça marchait. Mais au début, moi, je faisais comme un débile. Je faisais des stocks chez moi où j'avais genre 30, 40, 50 coques d'iPhone chez moi pour les vendre et les écouler. Puis à un moment, j'ai compris que j'avais pas besoin de stocker chez moi. J'avais juste besoin en fait de le mettre en vente et d'aller l'acheter au magasin une fois qu'elle était vendue. Et en fait, j'ai un peu découvert le business par ce biais-là. J'ai compris en fait peut-être 5 ou 6 ans plus tard qu'en fait j'étais en train de faire du dropshipping. Mais ça n'existait pas à cette époque-là, le dropshipping. Il n'y avait pas tous les trucs Shopify, Yomi Denzel et tout ce qui va avec. C'était vraiment juste ce que je faisais, moi, en fait, juste de l'asymétrie d'information de prix, quoi, en fait. Et qui est d'ailleurs un truc qu'on peut encore faire aujourd'hui. Il y a tellement d'industries où ça existe encore. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Après, j'ai rejoint une boîte d'événementiel qui était en création qui s'appelle WRTP, qui était en fait, on a créé une boîte sur une boîte qui était déjà existante, qui a été fermée et réouverte. Et là, ça a été vraiment ma première expérience vraiment entrepreneuriale. On avait des clients réguliers, où il fallait les contenter, j'avais des associés, on avait des gens en dessous de nous, même si ce n'était pas des CDI, c'était plutôt des freelances. Et donc ça a été vraiment à ce moment-là où j'ai découvert l'entrepreneuriat, dans l'événementiel en plus, donc un domaine incroyablement social, donc moi ça m'allait très bien parce que j'étais dans ce truc très... ouais, exactement, tu vois, un peu zouave. Et ça a été une vraie belle expérience. Et en plus, à cet âge-là, quand tu es le mec qui contrôle l'entrée d'une boîte de nuit, en plus de gagner de l'argent alors que tu es très très jeune, moi j'ai commencé au milieu de ma terminale et j'ai arrêté au milieu de ma deuxième année d'études. Je sais pas, c'est incroyablement valorisant en fait, parce que socialement, tu es extrêmement mis en avant. Tu vois, c'est pas juste tu gagnes de l'argent, c'est aussi t'es quelqu'un. Ouais, non, mais c'est tout le point central de la vie sociale des gens à Paris à cet âge-là, c'est les boîtes de nuit. Et c'est ce que toi, tu contrôles en termes de business. Donc forcément, c'est ultra valorisant. Tu découvres aussi l'hypocrisie, tu découvres le mensonge, tu découvres toutes sortes de choses dans le business. L'intérêt. L'intérêt, exactement. Mais extrêmement formateur, même si ça m'a un peu écœuré au fur et à mesure, parce que c'est un milieu quand même assez sombre, les boîtes de nuit, que ce soit sur la partie plus business, c'est-à-dire qui est payé, comment tu es payé, dans quelle date tu es payé, et la partie sociale et littéralement produit de la boîte de nuit, où là, pour le coup, il y a des histoires avec t'as des mineurs dans des boîtes, tu vois, t'as des trucs d'alcool, t'as de la drogue, t'as des trucs assez dark par rapport à ça.
Et moi, me rendant compte, au début j'étais très naïf, c'était un truc que même moi, alors que j'étais l'organisateur de cette soirée, je le voyais pas. Et en fait, au fur et à mesure d'être confronté au truc, tu commences à voir les patterns, à voir les gens, et c'est un peu écœurant. Et donc du coup, on a revendu la société, et puis moi je passais à autre chose. J'ai monté une boîte de community management avec mon ex à l'époque, c'est devenu mon ex, donc on l'a fermé au bout d'1 an et demi, mais bon, c'était plutôt sympa. Puis là, grosse crise de sens, gros questionnement en fait de je sais monter des boîtes, j'ai vraiment envie de faire de l'entrepreneuriat de ma vie, c'est vraiment ce qui me va, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais dans quoi en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, par l'intermédiaire de Sixtine, qui est du coup ma sœur et associée, qui m'a fait me rendre compte à quel point il y avait une méconnaissance de la politique à notre génération, on s'est décidé de lancer dans un média de débat, qui était vraiment ce qui nous plaisait dans la verticale, on va dire un peu à actualité générale. Et donc du coup on s'est mis là-dessus et on a commencé avec du coup Antonin et Jules, que j'ai rencontrés par des amis d'amis ou Jules par sa copine. Et en fait on s'est lancé comme ça, vraiment sans trop de business plan, sans trop savoir où on allait. Où est-ce que vous alliez? On avait juste la conviction que c'était ce qu'il fallait faire. Vraiment, genre profond, on avait la conviction que si on faisait ça et qu'on le faisait bien, les questions d'argent, les questions de développement, les questions de tout ça, elles arriveraient à couler. Ça a été pas si vrai que ça, parce qu'il a fallu quand même bien galérer, mais aujourd'hui on en sort la tête haute 3 ans plus tard, et avec une petite équipe de 15 personnes, 3 verticales, 2 agences et un média, et aujourd'hui des axes de développement ultra passionnants sur ce qu'on fait, avec en plus, et on y reviendra aussi, le fait qu'on a développé nous-mêmes nos propres marques personnelles, parce que ça a été d'ailleurs un de nos business du surligneur, et que ça nous permet aussi d'avoir des opportunités de dingue. Je suis peut-être même aujourd'hui en train de te parler grâce à cette marque personnelle. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez puissant avec ça, et nous, surtout, je sais pas comment dire ça, mais on a des mentalités un peu geek en fait au crayon. Et pas geek dans le sens jeu vidéo, geek dans le sens où on est un peu des obstinés, des obsédés de thématiques. Et en fait, on creuse ultra profondément ces thématiques une fois qu'on est dessus. Mais ça vient pas de nulle part, de ce que tu me disais. Déjà au lycée, tu es devenu un mec qui était fan de YouTube. Ouais. Et tu te renseignais énormément. Et d'ailleurs, ça t'a permis de, pas de clasher, mais d'emmerder avec plaisir 2-3 profs en cours. Exactement. Bah, en fait, il y a eu une première vague de YouTube qui était la vague Cyprien, Norman, Kemar, Hugo tout seul. Ça a été la première vraie grosse vague de YouTube. Au même moment, tu avais un peu les apps, genre Zap de Spion, genre de trucs, et tu avais Rémi Gaillard. Tu avais quelques youtubeurs comme ça, mais c'était très peu. Et est arrivé une deuxième vague. Moi, je suis en 97, et c'était quand j'avais 13-14 ans, donc je dirais que c'est peut-être 2012, cette vague-là, où tu avais la vague des fossoyeurs de films, y penser, Axolot, Nota Bene, enfin les vulgarisateurs scientifiques, cinéma, historique, philosophique. Et j'ai adoré ça. Pour la première fois de ma vie, ça me parlait vraiment. Pas comme en cours où j'ai l'impression qu'en fait, je dois suivre ce qu'on m'apprend pour répondre à un putain de questionnaire après derrière. Questionnaire qui de toute façon va juste te demander de savoir si tu as été un bon ordinateur qui a bien retenu ce qu'on t'a appris. Ouvrir ton cerveau pour retenir ce qu'on te donne plutôt que d'aller chercher ce que tu as envie de savoir. Exactement. Et donc du coup, il s'est trouvé que moi, j'ai beaucoup creusé ces chaînes-là, qui fait que j'ai appris des concepts philosophiques, j'ai appris des concepts de cinéma, des concepts d'histoire, des dates, des choses très concrètes grâce à ces youtubeurs que moi, je réutilisais en cours ou dans mes copies ou face aux profs, qui me permettaient moi en fait d'avoir ce petit côté culture perso en plus du cours, toujours en vrai, hein, pour être franc, dans l'esprit de provoque, quoi, en fait, de faire chier les profs. Parce que j'avais vraiment ce sentiment, de mec un peu anti-autorité, mais j'avais ce sentiment que le prof n'était pas en train de t'emmener vers quelque chose qui t'aidait vraiment. Il était en train de t'emmener vers quelque chose qui est nécessaire pour être dans un système. Et je suis complètement OK avec ça. Hein. Je comprends qu'on fasse ça à l'échelle d'une nation. Je ne pourrais pas te proposer un meilleur modèle que ça. On pourrait y réfléchir, mais j'ai pas la prétention de savoir mieux pour ça. En tout cas, je savais que pour moi, c'était clairement pas ce qu'il fallait. Et je pense à mon avis, tu dois avoir 20-25% des gens dans une classe pour qui ça va pas du tout. C'est à peu près le chiffre sur lequel je suis venu. C'est une stat absolument aléatoire et non vérifiée. Mais en discutant avec les gens, j'ai l'impression que c'est un peu le volume de gens. C'est un peu, on va dire, entre 5 et 10 personnes par classe qui ont un problème fondamental avec le côté scolaire. Tu vois. D'ailleurs, on pourra revenir dessus, mais c'est assez dingue quand même le nombre d'entrepreneurs qui te disent qu'ils étaient en échec scolaire. Mais j'étais même pas en échec scolaire, moi, en vrai. J'étais juste j'étais milieu de classe sans foutre grand chose. Juste, j'étais insupportable, j'étais une douleur pour les profs parce que globalement, s'ils disaient A, je disais B et je trouvais un moyen de justifier B. Donc ça m'a développé un esprit critique et une capacité d'argumentation excellente parce que je devais me retrouver face à des gens qui avaient 3 fois mon âge pour leur expliquer qu'ils avaient tort. Et quand est-ce qu'on en invite un sur le crayon pour continuer le débat? On a invité un prof qui s'appelle Monsieur le Prof sur les réseaux sociaux, qui est un prof d'anglais et qui a écrit une BD qui s'appelle Monsieur le Prof, qui est un mec absolument génial. On l'a mis face à Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne patronne et l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Et donc du coup,
on a justement accompli cette vision que moi j'avais de les ministres disent que c'est la faute des profs, les profs disent que c'est la faute des ministres. Moi, au milieu de tout ça, en tant qu'élève, j'étais pas content. Toi, Là, tu bouffais des Ferrero à côté. moi, je les ai mis en face en mode bon. Alors, du coup. Non, j'exagère évidemment. C'est surtout que aujourd'hui, je crois beaucoup à la soft éducation en fait. C'est-à-dire que je crois beaucoup à l'éducation douce. Éducation douce, ça veut dire tout ce qui va se construire en complémentaire des fondamentaux. Les fondamentaux comme les maths, comme l'histoire, comme le français, comme l'anglais. C'est des choses, je ne dis pas qu'il faut qu'on les change en cours ou au lycée ou au collège. J'ai bien trop peu de connaissances du domaine pour essayer de proposer un modèle par rapport à ça. En revanche, je crois qu'il y a des modèles d'éducation soft, c'est-à-dire qui vont en complément de ça, qui sont de la consommation culturelle ou autre, qui sont incroyablement précieuses. Je vais prendre 2 exemples par rapport à ça. Le premier exemple, c'est les films. Que ça soit Le Prodige avec Tobey Maguire qui parle de Bobby Fischer, le champion d'échecs, ou que ça soit The Imitation Game avec Dominic Cumberbatch qui parle de la machine de Turing. Aujourd'hui, je sais qui est Bobby Fischer et qu'est-ce qui s'est passé dans le conflit russo-américain sur les échecs. Je sais qui est Alan Turing et quelle a été la machine de Turing et pourquoi ça a créé Internet. Je le sais grâce au film. Je le sais pas grâce aux cours. Et je pense que ça, c'est un truc, faut qu'on prenne la mesure de ce que ça a comme importance, parce que ça veut dire qu'on peut réussir à créer de l'intelligence et de la culture pour toute une génération sans leur casser les pieds sur apprenez par cœur votre cours. Ah, mais là, on rentre sur un sujet qui est un peu problématique, parce que qu'est-ce qui fait qu'un film, tu as envie de le regarder, c'est qu'il est attirant, il est réalisé, tu as envie d'aller sur ce contenu-là. Un prof, tu as des profs qui t'inspirent, même s'ils te parlent de sujets super cons, ils vont t'aborder le sujet d'une façon qui fait que putain, tu vas boire le truc, tu vas t'intéresser. Il y en a d'autres qui sont super chiants. Donc finalement, c'est l'accès à l'information et la façon dont tu vas le consommer qui est intéressant. C'est le format en fait. C'est un peu du coup ce que j'ai l'impression que tu essaies de faire avec le crayon. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est la deuxième chose par laquelle tu peux réussir à faire de l'éducation soft. Donc tu as la culture au sens grand C du terme, quoi, les films, les bouquins et tout. Mais moi, les films, c'est ce qui me parle le plus. C'est ce qui parle, je pense, au plus de monde. Et derrière, tu as les médias. Et pourquoi je parle de médias ? Parce que les médias, c'est de la consommation choisie, par définition. Personne n'a jamais été forcé de lire un média. Donc ceux qui lisent un média, ils le lisent de gaieté de cœur, ils sont contents de le lire. Donc si ces médias-là arrivent à leur apporter de la connaissance, à leur apporter de l'information, à leur apporter de l'esprit critique et de la culture, tu réussis à quelque chose d'extraordinaire. En plus généralement, les médias défendent des valeurs. Pas forcément des idées, des valeurs. Nous, nos valeurs, c'est vraiment la réunion, c'est l'esprit critique, c'est la culture du désaccord. Et comment tu fais la différence entre une valeur et une idée ? Parce qu'une valeur est très personnelle et une idée choisie est très personnelle aussi. Oui, mais pour moi, en gros, la valeur et l'idée, la différence, c'est que l'idée vend un agenda pour tout le monde. Là où une valeur vend un agenda pour soi. Pour la personne qui te suit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'une idée a pour but d'être globalisée. Si je prends l'exemple qu'est-ce que je prends comme exemple ? Si je prends l'exemple d'un Blast, par exemple, qui est un média YouTube, notamment pure player internet, de très grande qualité, très journalistique, monté par Denis Robert, Blast te vend une vision, on va dire, anti-riche et anti-élite du monde. C'est pas une valeur, c'est une idée. Ils veulent que tout le monde pense anti-riche. Et ça, ils ont des preuves très concrètes pour ça. Je ne dis pas que leur agenda leur font dire des mensonges. Non, ils ont des preuves très concrètes de ce qu'ils avancent. Mais c'est leur but. Ce qui veut dire qu'ils vont occulter probablement toutes les informations qui mettraient en avant ces mêmes élites ou ces mêmes riches, par exemple. Une valeur, à l'inverse, c'est un truc que tu vends pour soi, dans le sens où c'est un truc où tu ne cherches pas à convaincre ton voisin, à imposer à ton voisin le truc. Nous, au crayon, on n'impose à personne d'accepter le désaccord. En revanche, ceux qui veulent l'accepter nous rejoignent. Et c'est une différence, je pense, fondamentale entre les deux. Une valeur, ça peut te mettre des ornières aussi. Tu prends ta sœur sur son compte Instagram, là, la dernière vidéo, elle te dit... par exemple, que en fonction de ce qui va être dit par les médias sur un sujet, je pense que tu vois de qui je parle, bien sûr. Tu vas pas du tout avoir le même point de vue. Donc finalement, sur une même valeur, en fonction de la personne qui t'en parle, tu vas pas t'en tirer la même idée. Comment est-ce que vous agissez là-dessus et quelle est la prise de parti du client ? C'est un très bon point. Ok, moi je parlais vraiment au niveau macro du média en tant qu'image, en tant que message global de tout ce qui fournit la ligne éditoriale. Je suis quoi d'accord ? Non, sur plus le détail, là pour le coup c'est des choix éditoriaux. Et les choix éditoriaux par définition disent quelque chose. Pas forcément du média, mais en tout cas du contenu ou des idées qui sont partagées. Nous on a pris la décision radicale et contestée par beaucoup au début, beaucoup moins maintenant, d'inviter toujours
le plus largement possible tous les Français ou tous les leaders d'opinion français pour qu'ils puissent débattre des grands sujets de notre époque. Donc une espèce de neutralité dans ton média. On tente, et nous, la neutralité, on aime bien dire qu'on est neutre parce qu'on sait que ça va provoquer des débats, ce qui est littéralement notre objectif. Mais on va dire, si jamais les gens qui sont puristes ne veulent pas entendre ce mot, on va dire pluriel. On a un média pluriel. Et nous, notre thèse de départ, c'est de se dire, vous ne vous rendez pas compte parce que nous, on les a vus. Nous, les gens d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de centre, de tout ce que tu veux, de tous les l'échiquier politique, des véganes aux viandards, des masculinistes aux féministes, des pro-climat aux technosocialistes, on les a tous rencontrés en France aujourd'hui. On les connaît tous. Et il y a un truc qu'on a vu, qu'on a repéré qui est dingue, c'est le degré de méconnaissance des idées de son opposant idéologique, de son opposant intellectuel. Et c'est grave parce que ça veut dire qu'en fait, tu as creusé une idée, tu as creusé une thèse, tu as creusé une thématique, sans être certain de pourquoi des gens pensent l'inverse de toi. Mais ça devrait interloquer les gens quand même. Si jamais il y a des millions de personnes qui pensent l'inverse de toi, ils ont peut-être réfléchi eux aussi à la question. Ça serait curieux de leur demander, ça serait curieux de confronter tes idées à eux. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Et je dis pas qu'on a réinventé la roue, pas du tout. Il y a des débats partout en France et dans beaucoup de chaînes de télévision. Nous, on a juste essayé de le faire avec 3 choses. La première, c'est un cadre sain. C'est-à-dire que ça part pas en grande braillade comme dans beaucoup de chaînes. Et d'ailleurs, ces chaînes qui le font, on n'est même pas en train de les critiquer. Ça a été parfois, d'un certain point de vue, nos parents. Mais c'est ce but d'avoir de l'écoute. Évidemment qu'il y a des débats qui sont assez véhéments, mais on a de l'écoute. Deuxième chose, c'est des personnalités tout terrain. On en avait un peu ras-le-bol de voir des éditorialistes en costard-cravate parisiens qui débattent de tous les sujets comme s'ils savaient tout sur tout. Nous, on prend des gens du terrain, on prend des gens qui sont experts, on prend des créateurs d'internet, on prend des ministres, on prend des entrepreneurs, on prend des artistes, on prend des militants, on prend tout type de personnes, pas forcément parisiennes en plus, qui sont à même d'être des leaders d'opinion d'un sujet. Et la troisième chose, c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que nous, on ne supporte plus ce truc de part d'audience, il faut viser tant. Nous, on vise les jeunes, on vise les 18-35, c'est notre objectif. Si des gens plus jeunes ou plus vieux veulent venir, on est ravis de les accueillir. Mais nous, c'est ça qu'on vise. Et on ne vise pas les 18-35 qu'avec des 18-35. On inclut évidemment des 18-35 dans les débats, il y en a plein, je pense que la majorité de nos intervenants ont moins de 35 ans. En revanche, on est ravis aussi d'accueillir des gens qui sont plus âgés parce qu'ils ont beaucoup de choses très intéressantes à nous dire. Et c'est même des choses encore plus intéressantes à nous dire quand on les confronte à des gens de notre génération. Parce que là, en plus du clivage des idées, ça s'ajoute le clivage des générations. Du coup, d'une expérience personnelle, t'en fais une expérience professionnelle. Ouais, c'est un peu ça, ouais. À quel moment l'expérience professionnelle du coup que tu as créée avec le crayon, tu peux l'appliquer et la conseiller dans les entreprises? Parce que finalement, quand tu as une boîte et que tu commences à faire de la communication, que ce soit de la communication interne avec ta vision managériale ou de la communication externe pour aller voir des prospects et les transformer en clients en disant on est le meilleur, on est sur la même chose. C'est-à-dire que tu as les personnes qui ont une ornière, qui pensent qu'ils sont dans la bonne voie et qui ne s'ouvrent pas aux autres débats. Est-ce que vous accompagnez avec le crayon, ou peut-être les autres structures, les entreprises à du personal branding, et justement à cet accompagnement sur comment est-ce qu'on peut voir le reste et communiquer sur nous d'une autre façon? Alors complètement. Nous, on accompagne les entreprises sur plusieurs pôles. Globalement, les principaux, c'est l'image et la communication des dirigeants ou des entrepreneurs, que ce soit par les médias ou les réseaux sociaux, et la communication ou la compréhension de l'écosystème des entreprises par le biais du pinceau. Et en fait, ça, c'est un peu de nos 2 manières. Après, il y a de la publicité sur le crayon, en brand content ou en sponsoring, mais ça, c'est plutôt sur la partie média. Nous, tout notre but par rapport à ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les entreprises ne mesurent pas à quel point leur communication, elle est emmerdante, elle est chiante, en fait. C'est quand même ça, mais c'est ça la réalité très concrète. Et le problème de ça, il est ultra profond parce que ça veut dire que c'est un manque d'intelligence sociale de la communication de l'entreprise envers fondamentalement ses collaborateurs. Et qu'est-ce que demandent les entreprises? Elles demandent d'avoir plus de gens qui postulent à leur job, plus de recrues, de marque employeur, et elles demandent un meilleur engagement des collaborateurs. Dans l'interne, c'est ça qui est le plus demandé. Mais les collaborateurs, ils vont s'engager si jamais ils ont la sensation que l'entreprise les comprend. Et aujourd'hui, dans la communication, ils ont... de les comprendre, les écoutes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les écoutes, il y a déjà tous les process en place, de RH, de haute, de consultation. En vrai, l'écoute, c'est facile de faire semblant. Alors que pour le coup, montrer que tu les comprends, ça pour le coup, ça se voit tout de suite, si jamais tu ne comprends pas, en fait. Et le problème de ça, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le besoin d'être absolument lisse et sans bavure. Pour des grandes entreprises qui touchent tout le monde, je comprends, c'est logique. Tu touches tout le monde, tu veux froisser personne, tu es lisse et sans bavure. C'est pas illogique. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne le sont pas, qui ne touchent pas 100% de la population, qui touchent 80, 70, 50% de la population, et qui sont quand même lisses et sans bavure. C'est trop dommage, c'est vraiment trop dommage parce qu'il y a vraiment justement des leviers à utiliser là-dessus pour être beaucoup plus percutant. Il n'y a rien de plus dommage, et moi je l'ai vu pour beaucoup de nos clients, où
la patronne de la com qui s'occupe de l'interne va nous dire oui, mais je sais que la vidéo est pas bien, mais il faut faire ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et les personnes tout en bas de l'échelle qui vont dire la com est pas bien, ils ne comprennent pas. Et donc du coup, en fait, 100% de la chaîne trouve que la com est pas bonne, mais on continue parce que c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est très dommage parce qu'il y a des choses beaucoup plus innovantes à faire. Et je parle pas de faire des choses qui sont forcément clivantes. Je parle de faire des choses qui sont originales, qui sont colorées, qui sont fun, qui sont dans le moment, qui sont beaucoup plus proches de la réalité concrète des uns et des autres. L'exemple le plus simple, le plus concret, si je puis le formuler comme ça, c'est on a tous vu des grands films. Je suis un fan de films, voilà, on a tous vu des grands films. On a tous vu par exemple le fameux You're Talking to Me de Robert De Niro. On l'a tous vu. Ce truc-là, et faire comme si personne ne l'avait vu au sein d'une entreprise, parce que ça va être ça un peu le truc. On va jamais oser utiliser cet extrait-là, parce qu'on va se dire, oh, peut-être des gens ils n'ont pas la référence, ou peut-être que c'est pas du tout assez sérieux et tout. Mais en fait, tout le monde l'a vu. Donc si ton message il est bien aligné, ça permet à tout le monde de s'identifier à une idée, à une humeur, à une sensation, à un sentiment. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Are you talking to me? Il dit ça quand on parle de sa femme. Ouais. 1, c'est le parrain de la drogue, et 2, c'est une amour qui est personnel. Tu compares ça à qui dans une entreprise? Dans une entreprise, généralement, les gens ils vont être nivelés par le bas. On se démerde pour qu'ils aient pas trop d'importance, on leur fait comprendre. Et on va leur dire, bon, allez, on va te donner un petit peu de centre d'intérêt dans la communication interne, on va essayer de te faire grimper. Mais à aucun moment, la personne va avoir les couilles de dire ça, soit à cette direction, soit en externe sur de la communication. Elle n'ose pas prendre la parole. Comment est-ce que tu les accompagnes? Et tu peux faire en sorte que ça devienne des Are you talking to me? C'est un exemple, j'essayais juste de prendre le premier exemple très grand public qui me venait en tête, mais si je vais expliquer le métaverse à une entreprise, par exemple, je vais lui montrer Ready Player One ou je vais lui montrer Her, H-E-R, le film avec de Spike Jonze. Pourquoi il en est autrement dans la communication interne de boîte? Pourquoi on va expliquer des mots ultra complexes pour être juridiquement ou en termes de compliance parfaitement aligné, mais personne ne comprend. Donc en fait, ton coût d'information, il est beaucoup plus fort que ton coût de rigueur de propos. Parce que il est clair et net qu'aujourd'hui, un des plus gros problèmes, c'est la cohésion et la compréhension de ce que fait une entreprise. C'est la crise de sens. On parle de crise de sens, mais la crise de sens, c'est d'abord et avant tout le fait que beaucoup de gens débarquent aujourd'hui, beaucoup de gens débarquent dans leur quotidien professionnel et se sont en mode, mais je ne sais pas ce que je fais ici, je ne sais pas à quoi je sers. Et il y a même tout un bouquin qui s'appelle Les Bullshit Jobs qui était excellent sur la question. Et le meilleur moyen que les gens réussissent à comprendre pourquoi ils sont utiles, quelle est leur utilité et tout, c'est de réussir à les remettre dans la boucle des choses qu'ils comprennent, des choses qui sont très concrètes en fait. Et je pense que parfois le côté, ce que beaucoup de gens appellent le corporato chiant, est un truc qui nuit à l'engagement des collaborateurs, clair et net. Et c'est ce qu'on Et voit ça nuit à l'image de marque. énormément Et ça nuit sur à l'image. LinkedIn. Et ça nuit d'ailleurs à l'image de marque des entreprises aussi. Ça nuit à leur attractivité pour les talents, mais ça nuit également à leur image de marque pour leurs clients aussi. Mais ça, je pense qu'ils l'ont tous compris. D'ailleurs, tu as de plus en plus de boîtes qui veulent prendre la parole sur LinkedIn et qui se concentrent dessus. Et on a de plus en plus de clients. Et tu as de plus en plus de clients. Et la problématique qui arrive souvent, c'est que, en fait, le problème de LinkedIn, c'est que c'est un réseau professionnel. Les pages entreprises ne fonctionnent pas, ça on l'a compris. C'est les pages personnelles. Et ces pages personnelles, tu vas avoir certes des CEO, mais généralement les CEO qui prennent la parole, c'est des CEO de petites boîtes. Ouais. Parce que un Pouyanné de chez Total, c'est pas lui qui va écrire ses posts. C'est quelqu'un qui va écrire derrière, ça va être analysé, etc. Donc on décale aussi ça puisque ça n'a aucun sens. Donc finalement, ça va être qui? Ça va être tes directeurs RH, tes directeurs communication qui doivent prendre la parole, et qui le prennent au nom d'un groupe. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont des collaborateurs dans l'entreprise, qui parlent avec un éloignement qui est énorme, alors que c'est les collègues que tu croises à la machine à café tous les jours. Et est-ce que sur LinkedIn, il n'y a pas justement un problème et une quête de sens à créer sur rapprocher ce niveau de discussion et créer l'humain au centre de tout dans la communication, et comment est-ce qu'on peut ouvrir des débats, donner la parole aux gens, et surtout créer un intérêt pour tes collaborateurs et ta communication interne et externe? Moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité, surtout pour les boîtes qui ont des moyens, les grosses boîtes, de réussir à créer du média. Ça ne veut pas dire créer un média. Personne n'a forcément, les gens n'ont pas forcément de regarder, je ne sais pas, une grande banque ou une grande entreprise d'énergie ou autre, regarder son média à elle, mais publier au nom de la boîte des contenus médias, nous on le fait pour des entreprises, donc c'est pour ça que je te dis ça, hein. Mais je trouve que les résultats sont excellents parce que enfin
on parle avec les codes de l'époque des sujets qui concernent la boîte, donc l'interne ou l'externe. C'est-à-dire globalement engagement des talents et recrutement ou acquisition de clients et image de marque. Ça va à 2 niveaux. D'ailleurs, on va y venir après, mais il y a un énorme enjeu, et d'ailleurs c'est un atelier qu'on va faire sur e-marketing ensemble, mais tu as un énorme enjeu qui est un peu délaissé, qui est la communication interne. Aujourd'hui, on fout énormément de pognon sur la com externe. La com externe est hyper concurrentielle, sauf qu'en fait, le coût des recrutements et le coût des onboarding et le coût des départs est monstrueux. Et créer une com qui est interne, qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, elle va te permettre de garder les talents, les faire rester dans ton entreprise et finalement augmenter la qualité de ton entreprise. Et inévitablement, ils vont en parler dans la réputation, ainsi de suite. Est-ce que ça, tu peux me parler justement des différents leviers que vous avez actionnés avec le crayon? Nous, on a beaucoup fait sur les questions de com interne, on a beaucoup fait le questionnement de en fait comment on réussit, et c'est pour ça que je revenais à cette question tout à l'heure, c'est comment on réussit à faire comprendre aux collaborateurs d'une entreprise qu'on comprend, qu'on est des humains aussi et qu'on comprend leurs besoins, leurs aspirations, ce qui les intéresse et tout ce qui va avec. C'est pour ça que je parlais de pop culture ou de culture, c'est parce que c'est une manière d'unir les êtres humains en fait, la culture. C'est pour ça que c'est très puissant comme levier, on l'a beaucoup utilisé, ça a eu des très bons résultats. Mais tu peux même réussir à le faire autrement. C'est la question, c'est pour ça que je prenais l'exemple de utiliser les codes de médias. En fait, c'est la question du format aussi beaucoup. Il y a des choses très chiantes que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Je sais pas, ça va être les chiffres de mon année, ça va être comment on a développé le crayon d'un point de vue financier. C'est très chiant et tu n'as pas du tout envie d'écouter ça. En fonction de comment je te le présente, tu vas trouver ça super intéressant ou complètement chiant. Et il s'agit de la même chose pour la com interne. Moi, je ne parle pas de changer le fond forcément du contenu. Je parle de changer la manière dont on le présente. Si jamais, pour te présenter le truc du crayon, je te file une espèce de livret un peu comme ça, ultra épais, écrit en tout petit, tu n'as pas du tout envie de le lire. Si je te fais une vidéo super dynamique avec des blagues dedans, tu as complètement envie de suivre jusqu'au bout. Tout à l'heure, tu parlais de l'hypocrisie. Je pense qu'il y a un énorme sujet aussi de communication interne. C'est que souvent, des collaborateurs ont l'impression qu'on leur cache des choses, qu'on leur ment ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste qu'on ne pense pas qu'il y a un intérêt et que les collaborateurs s'intéressent à une information. Et finalement, même si on peut se dire vis-à-vis de la direction, oh, va y avoir une rébellion parce qu'on va parler de tel sujet, non, en fait, ils s'en foutent, ils peuvent comprendre si on leur explique correctement, mais ce qu'ils veulent, c'est être informés de ce qui se passe dans une entreprise dans laquelle ils travaillent. Et t'es pas à l'abri d'ailleurs qu'ils puissent t'aider à avancer dessus et s'investir un petit peu plus, mais du coup, on est en train de parler non plus de communication unilatérale, mais de créer un média d'échange qui peut être externe ou des interne. plateformes même d'échange, ouais. Et du coup, tu m'as parlé tout à l'heure d'un virage que tu es en train de prendre avec le crayon, parce que tu t'es reconcentré sur le crayon, et tu m'as parlé de média compagnie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Non, est-ce qu'il y a un parallèle à créer avec les entreprises? En fait, c'est pas un énorme pivot non plus. On va dire que c'est un pivot à 20 degrés, à 15-20 degrés. Mais en fait, on avait déjà amorcé ce mouvement-là, mais on l'a réellement compris quand j'ai fait un podcast avec Benoît Dubos, qui est un super entrepreneur, et qu'en discutant, il me disait, mais en fait, tu es véritablement en train de monter une média-led compagnie. Média-led compagnie, une entreprise qui est dirigée par le média. Et pour nous, ça paraît évident, parce qu'on est un média, donc on est littéralement une média-led compagnie, même par la nature de notre activité. Mais en fait, on a pris la pleine mesure de ça très récemment, quand on a compris qu'en fait, ça devait être sur tous les sujets. C'est-à-dire que même le surligneur et le pinceau devaient avoir de la communication externe très régulière. Même nous 4 qui avons déjà développé nos propres personal branding, on devait accélérer là-dessus en fait. Et on devait devenir omniprésent, super visible. Et pas super visible juste pour qu'on nous voit et qu'on fasse du business, c'est un sujet. Mais aussi parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le combat, il est sur ce terrain-là dans nos industries. C'est-à-dire que dans nos industries, le terrain, il est sur la préférence de marque, il est sur la confiance, il est sur l'intelligence collective, il est sur la capacité que tu as de générer de l'attraction et générer de la connaissance pour les autres. Et en fait, si on réussit ce pari-là, on a tout gagné. Parce que ça veut dire qu'en fait, après, derrière, on peut monter tout type de business, tout type de projet, tout type de nouveaux médias, de marques ou autres. Les gens nous suivront. Ils nous suivront parce qu'ils suivent nos aventures, qu'ils savent ce qu'on fait et qu'ils savent comment on le fait. Ouais, c'est pas de la prétention, c'est juste de la présence. Tu prends par exemple le groupe Instagram Le Bâtisseur. Bon, t'en as un qui est un ancien militaire du SAS qui dit en fait, si je me vends pas, on va pas m'acheter. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la prétention, c'est juste de dire. Il prend un exemple, il te dit si je te dis mon vin, bon, il est moyen, il est pas mauvais, il est pas super bon, tu vas pas avoir envie de l'acheter.
Par contre, il te dit, mon vin, c'est le meilleur. Moi, je fais ce vin en famille. Je donne mon énergie dedans. Je suis C'est ma quelqu'un. grand-mère qui m'a donné la recette. Voilà. En fait, tu vas avoir envie de l'acheter alors que tu ne l'as toujours pas goûté. Et ce que tu es en train de me dire, du coup, avec le crayon, c'est que vous êtes en train de redonner de la valeur par vous-même à quelque chose qui n'est pas créé forcément par vous-même, mais par la valeur des collaborateurs qu'il y a derrière. Mais il y a une tête d'affiche, une proue d'affiche qui donne la valeur Exactement. de l'entreprise. Et il y en a 4 même des têtes d'affiche. Et c'était vraiment important pour nous justement d'avoir une stratégie à plusieurs et avec les 4 associés. Parce qu'on ne voulait pas tomber dans le risque de il n'y a qu'un seul d'entre nous qui nous incarne, donc ça crée ou de la jalousie ou des problèmes d'équilibre d'entreprise. Et en fait, le fait de faire à 4 nous permet en plus de pouvoir couvrir beaucoup plus de sujets. Oui, et beaucoup puis plus vous n'avez amples, pas les en fait. mêmes caractères aussi. On n'a pas les mêmes Des caractères, affinités. on n'a pas les mêmes idées, on a juste les mêmes valeurs de vouloir créer un groupe média conséquent qui permette d'influer notre génération sur les grandes thématiques de l'époque. Et ça, est-ce que tu conseilles une entreprise, par exemple, à sa direction RH, sa direction communication, sa direction commerciale, de devenir des médias, enfin des personal branding à eux-mêmes pour la marque, pour fidéliser et communiquer sur les sujets? Oui, ils peuvent, et c'est d'ailleurs nous on le fait pour certaines personnes avec le surligneur. Nous on pense que c'est même encore plus puissant d'avoir la communication qui est par la marque, mais qui est faite de manière beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus proche de ce que regardent vraiment les gens. En fait, le plus gros problème, pour en revenir ensuite tout à l'heure, le plus gros problème dans la communication corporate, qu'elle soit publique ou interne, le plus gros problème, c'est qu'elle ne ressemble à rien de ce que regardent les collaborateurs ou les clients à part côté, ça. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, il y a tellement de propositions de contenu dans tous les sens, de Disney Plus à Netflix, en passant par YouTube, Snapchat, jusqu'aux bouquins et même aux conversations avec nos potes, les FaceTime et tout ce que tu veux, les podcasts. On a largement trop de contenu. Donc, si jamais largement trop de contenu, la concurrence, ça va être des vidéos corporate très chiantes, mais il n'y a aucune chance que ça marche. On est tout à Parce fait que les gens d'accord. n'ont pas la bande passante de ça. Et c'est d'ailleurs, j'avais fait un post LinkedIn qui avait très bien marché, et c'est un truc moi que je pense très fortement depuis pas mal d'années, mais qui est pourquoi les franchises ça marche autant. Parce que dans une industrie où il y a de plus en plus de films qui sortent, on a de moins en moins de temps d'aller tous les voir, donc on doit plus trier. Et quel est le meilleur moyen de trier? C'est un label. Et la franchise, c'est un label. Tu pointais du doigt avec quel film? Astérix et Obélix. Ouais, mais tu vois, Astérix, au final, ça a fait 5 millions d'entrées, ce qui n'est pas d'ailleurs énorme pour un Astérix, mais ça a fait 5 millions d'entrées, c'est-à-dire plus que quasi tous les films qui sortent la même année et qui pourtant parfois certains sont considérés comme bien meilleurs. Simplement parce que Astérix, c'est un gage d'un certain niveau d'humour et de stars, c'est un cahier des charges. Et en fait, si jamais tu réussis à créer des formats forts de communication d'entreprise, et d'ailleurs d'entreprise, pas forcément de grosses boîtes, ça peut être des entreprises plus fun, si tu crées des formats forts, tu crées le rendez-vous. Et du coup, les gens, ils ont envie d'aller regarder et ils sont tellement exposés à la marque qu'à la fin, ils gagnent. Qu'est-ce qui se passe si bloqué, la série, c'était devenu une marque de bière? On boirait ça plutôt que de boire des Heineken, en fait. C'est quand même ça, très concrètement, l'histoire. C'est ce qu'a fait Mr V avec les pizzas. Mais d'un autre côté, on peut pas dire d'un côté qu'il y a Mr V avec les pizzas et que c'est génial, et de l'autre de se dire que, je sais pas, Pizza Hut ou Domino's Pizza doit faire une communication chiante. Ils le font pas d'ailleurs, mais Ils ne communiquent plus. il se ferait battre, en fait. Il se ferait battre parce qu'il y a mieux à côté. Et c'est toujours quelque chose, c'est de la compétition de communication. Du coup, aujourd'hui, vous créez des formats, enfin, des marques avec le crayon en fonction des différents formats et sujets que tu abordes. Vous êtes aussi en train d'apporter votre personnalité, votre valeur ajoutée, on va dire, pour la marque. Comment est-ce que tu ne rentres pas dans la schizophrénie et notamment comment est-ce que tu fais pour gérer les différentes vidéos qu'on voit de toi, à savoir la prise de parole où il n'y a que Valran qui parle sur Instagram et en même temps les vidéos où il n'y a ni toi ni tes associés et uniquement les personnes qui sont en débat. Comment est-ce que tu gères ces deux médias et ces deux supports qui sont sous l'entité Le Crayon et quelle est l'utilité? C'est une bonne question. Nous, la manière dont on le voit et cette image, je trouve sur cette image très cringe, mais c'est que le crayon est un bébé en fait. Le crayon est un bébé qui a 4 parents, mais le bébé c'est à nous de nous en occuper, c'est nous qui l'avons mis au monde, tout ça, mais il grandit et puis un jour il vivra peut-être tout seul sans nous parce que c'est une entité indépendante de nous. Le crayon c'est pas Jules, Antonin, Valran, Sixtine. Le crayon c'est son existence propre. Il y a aujourd'hui une quinzaine de personnes qui bossent au crayon, c'est pas que nous. Et ça ne dépend pas que de nous. Et du coup, on a séparé et on l'a fait le plus tôt possible, justement, les deux. Quand Valran parle, c'est Valran qui parle. Il est le CEO et le fondateur du crayon, mais c'est Valran qui parle. Quand le crayon parle, c'est le crayon parle.
Enfin, voilà, si jamais, je sais pas, qu'est-ce que je prends comme Mais exemple ça te permet mais d'aborder des sujets différemment. mais si jamais, je sais pas, Elon Musk dit que il est pour, je sais pas, il est pour les Chicago Bulls, c'est pas Tesla, SpaceX et tout qui sont pour les Chicago Bulls. Tu vois le truc et ça paraît évident pour tout le monde, même si Elon Musk, comme il est seul à la tête de son truc, ça paraît, justement les deux se mélangent plus. Nous, on essaie de le séparer un peu. Moi, ce qui m'intéresse comme sujet, c'est la technologie, c'est le business, c'est l'entrepreneuriat. Mais j'ai plein d'autres sujets de passion que j'aborde pas sur les réseaux sociaux parce que c'est pas mon sujet de focus principal, comme les films. Mais ce n'est pas. J'ai créé le crayon avec 3 associés. Mais le crayon, je continue à le faire, c'est mon quotidien. Mais ce n'est pas que moi. Mais vu l'empereur du crayon, aujourd'hui c'est Valorant qui fait parler le crayon ou le crayon qui fait parler Valorant? Moi, je le vois vraiment comme c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est Ok. les deux parlent, en fait. Et les deux parlent et peuvent parfois dire des choses contradictoires. Et de toute façon, comme je te l'ai dit depuis le début, le crayon est pour le désaccord. Donc c'est pas grave. Non, mais, On le voit bien depuis le début du podcast. non, mais au-delà de la blague et du bon mot, c'est plus. Je trouve que c'est des questions qui sont assez secondaires, en fait. Parce que la majorité des gens, 90, Merci, c'est 95%, très gentil, j'apprécie. c'est vraiment des questions. Ta question est à Je chier, me casse. barre-toi. Non, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des questions qui sont secondaires selon moi parce que beaucoup de gens suivent Valorant sans suivre le crayon, beaucoup de gens suivent le crayon sans suivre Valorant, beaucoup de gens suivent le crayon sans savoir qu'on a des activités commerciales très développées derrière. Et tout ça est très organique en fait. Tout ça, on peut le stratégiser autant qu'on veut, mais la réalité, c'est que notre génération et les réseaux sociaux et les médias digitaux sont des trucs extrêmement comment dire ça, ouais, organique, ça prend plein de formes différentes, c'est des trucs vivants quoi. Aujourd'hui tu as David Castello-Lopez qui fait un podcast sur Combini. David Castello-Lopez c'est pas Combini c'est pas David Castello-Lopez, et pourtant le temps d'un podcast sur une saison ou deux ils sont ensemble. Du coup, on parle de franchise, puisque tu es en train de me parler de Combini, mais tout à l'heure, tu m'as expliqué qu'il y avait une nouvelle ère qui est en train d'arriver, et qu'aujourd'hui, si tu crées un média, et que tu as ton média, et que tu interroges ce média, tu es capable de créer un business qui va forcément fonctionner. Oui, en fait oui, forcément. Après, il y a toujours des cas par cas, mais en gros la thèse c'est de voir ce qui se passe aujourd'hui chez les créateurs de contenu. Il y a des créateurs de contenu comme Lena Situation, comme MrV, comme MrBeast, comme Anna Chamberlain, qui ont réussi à créer des business qui étaient liés à la communauté qu'ils avaient créée autour de leur contenu. Et je pense que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer sur les médias. Et c'est très fort. Et c'est pour ça qu'on parle de média-led company. Parce qu'en fait, le média, par le contenu qu'il crée, va développer des thèses intellectuelles, des thèses de contenu, des thèses de divertissement, des thèses de produits, des thèses de services. Un foyer d'affinité. Exactement. Et qu'en fait, sur ces contenus-là, tu vas voir des choses émerger. Ah là là, mon audience, elle va être vraiment plus intéressée par la mode. Ah là là, mon audience, elle va être vraiment plus intéressée par les pizzas. Et en fait, tu peux imaginer plein de trucs comme ça. Plus ton contenu est, on va dire, globalisant, divertissant et neutre, sans thématique particulière, plus tu auras intérêt à être sur des produits très grand public. La pizza pour MrV, le burger pour MrBeast. Plus ta communauté est thématisée, comme Lena Situation, plus tu peux réussir à aller sur de la mode ou sur du lifestyle, par exemple. Ouais, c'est souvent de l'expérience. Exactement. Mais en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand tu crées un média, et par média, j'entends pas un média comme forcément le crayon. Un média, c'est juste des comptes de création de contenu qui peuvent être par des individus ou par des entités. Et ça, si tu réussis à créer du bon contenu, tu peux réussir à créer du business derrière et des boîtes derrière. L'exemple le plus évident et qui, moi, m'a frustré, parce que j'aurais adoré boire cette bière-là, mais si Bloqué de Orelsan et Gringe et Kian Kojandi avaient créé une bière, je boirais cette bière plutôt que de la Heineken, en fait. Et je trouve que ça, tu peux l'imaginer sur tellement de domaines. Les grandes marques de demain ne seront plus les meilleurs produits, ce seront les personnes qui ont les plus grosses audiences, dont les meilleurs producteurs se mettront à leur service. C'est ça l'avenir vraiment du média-led company. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une grosse opportunité là-dessus. Ça me fait rire parce que tu dis que tu adores les films. J'en ai une petite pour toi. Ouais, vas-y. Tu me parles de Bloqué. Tarantino, Ouais. dans tous ses films, tu verras qu'à chaque fois, il demande, quand tu as un acteur qui veut une clope, il demande une Red Apple. Ouais. La marque n'existe pas. Et en fait, ils avaient fait des études. Si Red Apple avait été lancé, ce serait une des franchises les plus rentables de tabac. Et le mec a créé un concept qui était comme ça, juste parce qu'il avait effectivement un foyer d'audience, puisqu'il s'appelle Quentin Tarantino. Ah oui, mais c'est ça, mais tout le sujet, il est là. Tout le sujet de la média-led compagnie, il est exactement ce que tu dis. Je connaissais même pas cette histoire.
C'est excellente histoire, d'ailleurs j'en ferai peut-être une vidéo. Mais c'est exactement ça le sujet. C'est ça la Media-led compagnie. Les gens, on leur crée de la préférence de marque par la pop culture au sens très large du terme. Et ces préférences de marque, ces préférences de produits, si tu les développes toi, tu as un avantage mais hors concurrence par rapport au reste des gens. Et après, il te suffit, c'est pas facile, mais il te suffit de t'associer aux gens qui sont capables de produire le meilleur produit ou le meilleur service et de le faire, de bien travailler, de bien opérer le business. Et après, c'est incroyable. Mr V, il a vendu 2 millions de pizzas, gros. Il a vendu 2 millions de pizzas. Alors, pour il a fait 2 vidéos YouTube et 3 vidéos Instagram. Pour l'anecdote personnelle, je cite pas les pizzas que j'achète, mais je pense que tout le monde est sorti de soirée. Et le samedi midi, tu te dis putain, je suis dans le mal. Tu descends, je vais à la supérette et je vois les pizzas, un packaging assez particulier avec sa tronche dessus. Et je fais putain, mais la gueule du mec, ça me dit un truc. Et je tilte pas sur le coup. Et c'est qu'après, je fais, mais c'est un génie ce gars, comment il s'est retrouvé ici? Et tu te renseignes. Et tu fais, mais en fait, c'est génial. Il a fait du personal branding à l'échelle nationale pour vendre des pizzas. À quel moment il a décidé de vendre des pizzas, on n'en sait rien, mais ça fonctionne. Et je pense qu'on a fait un beau tour déjà du sujet des différents médias. Si tu devais donner des tips à quelqu'un qui veut entreprendre, soit en montant sa société, un concept, quelqu'un qui veut commencer à communiquer auprès de son entreprise en créant une entité de communication ou un média à plus grande échelle, ou tout simplement quelqu'un qui a envie de commencer à prendre un petit peu plus la parole et à se démarquer, qu'est-ce que ça serait tes tips? Moi, sur la communication, parce que je pense que c'est là où je peux apporter le plus de valeur en très peu de temps, je pense que les gens devraient d'abord et avant tout commencer par un sujet précis. Ils prennent un sujet précis et ils font le tour de ce sujet précis. Si ce sujet précis, les gens, ça les intéresse à la base, ils iront regarder le contenu, quoi qu'il arrive. Exemple très simple actuellement, beaucoup de gens sont intéressés par l'IA. Il y a une plus grosse demande de contenu sur l'IA qu'il y a d'offres de contenu sur l'IA. Si tu crées du bon contenu sur l'IA, ça va plutôt bien marcher. Mais encore plus fort, pour être encore plus précis, l'IA dans 3 petits points, tel domaine. Et après, derrière, rien ne t'empêche de vendre tes propres services d'IA à ces entreprises-là. Parce que du coup, tu auras montré par ton contenu gratuit que tu es capable de le faire. Et donc, du coup, tu auras une mini Media-led compagnie. Parce que du coup, en créant du contenu, les gens vont te contacter pour des services que tu vas pouvoir faire. Donc en fait, ton média va driver ton entreprise. Donc l'hyperspécialisation, le domaine la précision, plus que l'hyperspécialisation, parce que ça peut être sur des sujets presque globaux, mais il faut être précis. Il faut vraiment savoir exactement dans quelle verticale tu parles. De toute façon, on l'a toujours vu. Dans un corps de métier, si tu arrives et que tu dis je sais faire ci, ça. Oui. Non, mais je prends l'exemple du personal branding, qui est un sujet assez large. C'est pas de l'hyperspécialisation, le personal branding. C'est juste que nous, pour le coup, on a dit personal branding pour les entrepreneurs. Voilà, tu vois. Et on parle des deux, on parle des entrepreneurs, on parle du personal branding, on parle du personal branding et des entrepreneurs, mais globalement, notre thèse, c'est les deux ensemble. Tu vois. Et donc, du coup, c'est assez large, parce que personal branding et entrepreneur, personal branding, on peut parler de Angèle ou de Rihanna. Et entrepreneur, on peut parler de, je sais pas, de Pierre-Édouard Sterrin ou de Xavier Niel, qui n'ont pas un personal branding énorme. Tu peux parler aussi d'Angèle et Rihanna. Enfin, moi, ce qui m'éclate, c'est qu'aujourd'hui, on critique énormément les influenceurs et ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. En fait, il n'y en a pas un que tu étudies qui, derrière, n'est pas stratège en entrepreneuriat. Ils ont tous des boîtes, des développements, ils sont suivis. Donc, certes, ils peuvent faire les cons et paraître pour des cons à premier abord, mais c'est des gens qui, tous, nous mettent des leçons d'entrepreneuriat qui sont assez monstrueuses. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, mille merci. Et puis, merci du coup, il faut aller suivre le crayon, le surligneur et le pinceau. le pinceau. Ciao Vincent, merci beaucoup pour l'invitation.